Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine marquée par la nouvelle escalade entre Abidjan et Bamako au sujet des 46 soldats ivoiriens toujours détenus à Bamako. La Côte d'Ivoire a qualifié mercredi de chantage inacceptable les exigences du Mali au sujet de ces 46 soldats détenus à Bamako depuis aujourd'hui un peu plus de 2 mois, appelant à un sommet ouest-africain sur la question dans les meilleurs délais. La semaine passée, la transition malienne avait conditionné, souvenez-vous, la libération des soldats à l'extradition de personnalités maliennes vivant à Abidjan. Depuis, les négociations semblent avoir été arrêtées. Nous essaierons de comprendre cette nouvelle étape de la crise avec nos invités. Et ce soir, gros plan également sur les transitions ouest-africaines de façon générale, les transitions à Conakry, Ouagadougou et Bamako. Comment évoluent les choses? Les nombreux défis qui se posaient à l'arrivée sont-ils en passe d'être relevés? Analyse, décryptage et prospective à suivre avec nos consultants. Et justement avec moi en plateau ce soir, André Silver-Conan, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo, Guillaume Bateau, journaliste directeur des rédactions de Notre Voix, professeur Simplice Dion, enseignant de philosophie politique, écrivain, Saint-Claver Oula, journaliste, maître Youssouf Meïté, avocat au barreau de Paris, et le confrère Idrissa Keïta, journaliste, consultant, fondateur de plusieurs médias, notamment Le Soft au Mali. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Ali. Vous le savez, messieurs, il y a eu une nouvelle escalade entre Bamako et Abidjan. Premier tour de table déjà sur la réaction. Monsieur André Silver? Pour moi, il faut dissocier l'escalade verbale de l'escalade, des actes d'escalade. Dans ce sens, il y a eu effectivement escalade verbale dès le départ. Quand la transition militaire au Mali a parlé de mercenaires, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vient de clore ce débat. Il dit on en parle tout à l'heure. Des mercenaires. Et après, Abidjan avait parlé de libération sans condition. Ça, c'était de l'escalade verbale. Par la suite, il y a eu donc des actes d'escalade venant principalement de Bamako et non d'Abidjan. Monsieur, intervention rapidement, Saint-Claver. Je pense que effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu l'escalade verbale, mais ce qui importe, c'est qu'il faut renoncer à cette escalade verbale-là, parce que ça n'arrange pas les choses. Et l'expérience que nous avons vécue ici, dans nous-mêmes, notre propre pays, montre qu'il faut mettre en avant le dialogue. Après tout ce qu'on a connu, finalement, les acteurs se retrouvent aujourd'hui pour discuter, alors qu'il y a eu beaucoup de dommages par le passé, les dégâts matériels et humains, il y en a eu. Et puis aujourd'hui, les parties sont obligées de se retrouver. Donc, quand on parle de Bamako, quand on parle d'Abidjan, il y a vraiment ce lien très fort, ce lien historique. Les deux peuples coexistent, sont entrelacés. Si je peux me permettre ce thème, il faut vraiment prioriser le dialogue. Évidemment, le dialogue, et on se pose tous la question de savoir à quand la fin de cette crise entre Abidjan et Bamako, née de l'arrestation des 49 soldats, aujourd'hui 46 soldats ivoiriens au Mali. Mercredi dernier, messieurs, le Conseil national de sécurité, présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a décidé de saisir la CEDEAO quand Bamako dénonce une instrumentalisation de l'instance sous-régionale. Autre nouveau développement, André Silver-Conan l'a rappelé tout à l'heure, à la veille de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, précise que ces soldats ivoiriens ne sont pas des mercenaires. Je vous propose de voir ce sujet de Salif Yaleko et on en parle juste après. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue mercredi dernier au palais de la présidence d'Abidjan Plateau. Cette rencontre, présidée par le chef de l'exécutif ivoirien Alassane Ouattara, a permis au Conseil d'analyser les derniers développements du dossier des 46 soldats encore détenus au Mali. Le communiqué de cette rencontre extraordinaire est revenu sur le déroulé des événements depuis l'arrestation des 49 soldats jusqu'à la libération de 3 femmes du contingent, avant de dévoiler les derniers développements du dossier. Au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue, dans les meilleurs délais,
d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali en vue d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. La junte malienne estime qu'il s'agit d'une instrumentalisation de la CEDEAO. D'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Dans une interview accordée à France 24, le secrétaire général de l'ONU a précisé que les militaires arrêtés au Mali ne sont pas des mercenaires. Pour vous, ce sont des mercenaires ? Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Le 10 juin dernier, 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali, qualifiés de mercenaires, puis inculpés mi-août pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et formellement écroués. Abidjan assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali et exige leur libération. Messieurs, est-ce que cette sortie d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, est déterminante dans la résolution de cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Oui, Guillaume? Oui, clairement. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui voulaient donner du crédit aux tergiversations de la junte malienne avaient laissé croire que l'ONU, à travers la MINUSMA, n'avait pas clairement pris position. Je crois que là, les choses sont très claires. Le secrétaire général de l'ONU, à la réponse directe de nos confrères, a répondu tout de suite clairement que pour l'ONU, nos soldats et le secrétaire général a été clair. Il est évident qu'ils ne sont pas des mercenaires. Donc je pense que c'est très important. Et cela enlève tout crédit à tout le scénario mis en place par Bamako depuis le début de cette crise. Dès le début, sur ce plateau, on était tous apparus clairement que nos soldats n'étaient pas des mercenaires et que Bamako cherchait autre chose. Aujourd'hui, on a quelques informations qui montrent que dans les discussions entre les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes, notamment à Lomé, alors que notre chef d'état-major général s'était rendu là-bas avec le secrétaire exécutif du Conseil de sécurité pour parler des questions concernant nos militaires, Bamako a mis en avant des préoccupations économiques et financières. Voilà. À la grande surprise même du secrétaire exécutif du directeur de cabinet du président de la République. Donc, il est clair aujourd'hui que ce ne sont pas des mercenaires. On voit bien aussi toutes les hésitations, les allers-retours de Bamako, soit des tentatives de judiciarisation, après les libérations au compte-gouttes, tout ça, on montre que... au moment où le secrétaire général de l'ONU prend position, c'est justement au moment où la Côte d'Ivoire décide de saisir la CEDEAO. N'oubliez pas que la procédure diplomatique en la matière commence par l'organisation sous-régionale. On monte après d'un cran pour aller peut-être au niveau de l'Union africaine et terminer au niveau de l'ONU. Très bien. Bon, on a vu que la panique que ça a créé à Bamako, vous avez passé un extrait de communiqué du gouvernement malien qui parle de tentative d'instrumentalisation. On reviendra là-dessus. Bamako est seul aujourd'hui. On reviendra là-dessus, Guillaume Bateau. Le mensonge s'est écroulé. On reviendra là-dessus. Messieurs, une autre question que je vous pose, dans la même veine de celle que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi c'est seulement maintenant que le secrétaire général des Nations Unies réagit? Maître Meïté. Je vous remercie de m'avoir passé la parole et de m'avoir invité. Bon, le secrétaire général des Nations Unies a réagi aujourd'hui, mais ce n'est pas la première fois que les Nations Unies réagissent dans ce dossier. Contrairement aux allégations ou aux propos mensongers de l'État malien, qui, même dans le dernier communiqué, a estimé que la MINUSMA n'a pas reconnu les 49 soldats comme étant membres de NSE. Alors que, je vous rappelle qu'il y a une note verbale qui avait été adressée aux autorités maliennes le 27 juillet, et la MINUSMA a clairement dit, noir sur blanc, que c'est vrai qu'ils n'ont pas été informés de l'arrivée de nos soldats, mais néanmoins, après des recherches, après des vérifications, il y a 50 soldats qui étaient là, et qu'il y a eu manifestement des dysfonctionnements, et ces dysfonctionnements ont été quand même révélés par l'État de Côte d'Ivoire récemment. Et les autorités maliennes s'appuient sur les propos du ministre Sarasoro pour dire que la Côte d'Ivoire, ce serait dédié, alors que c'est archi faux. La Côte d'Ivoire n'a jamais été constante dans sa position, a toujours dit que nos soldats ne sont pas des mercenaires et que finalement l'ONU vient
attester le fait que nos soldats ne sont pas des mercenaires, clore le débat et enlève un argument de poids aux autorités maliennes qui se basaient sur ça. Et pour terminer, je rappelle qu'un des éléments, c'était l'interview sur RFI, c'est-à-dire un reportage d'un de vos confrères, d'une de vos consoeurs à New York, qui avait estimé que selon un haut responsable de l'ONU, l'ONU ne le reconnaît pas, qui n'avait pas été cité d'ailleurs, et certains se basaient sur ça pour alléguer le fait que l'ONU... C'était une information dont la source n'était pas claire, c'est ce que vous voulez dire? Non, ça n'a pas été cité. Très bien. Voilà. Très bien. Oui, Saint-Claver, ou là? Avant de revenir même sur la sortie du secrétaire général de l'ONU, moi j'aimerais zoomer un peu sur la sortie du colonel Maïga, porte-parole de la junte militaire. Il a noté dans son communiqué que le directeur allemand des affaires étrangères chargé des questions africaines a dit que, d'après ce qu'il a dit dans son... qu'il a été reçu et qu'il a dit qu'il ne reconnaissait pas les soldats ivoiriens. Mais en même temps, moi, j'aimerais le prendre au mot parce que 72 heures après l'arrestation des soldats ivoiriens, il y a la ministre des Affaires étrangères elle-même. De la Côte d'Ivoire? Non, du Mali? De l'Allemagne, d'accord, très bien. De l'Allemagne, qui a noté que cette attitude de la junte malienne d'arrêter les soldats maliens était la preuve que les soldats ivoiriens plutôt étaient une façon pour la junte de ne pas collaborer avec la MINUSMA. Et 3 mois avant même que ces soldats ne partent, c'est-à-dire en mars, précisément le 22 mars, il y a l'état-major allemand, l'armée allemande, qui a écrit au chef d'état-major de Côte d'Ivoire pour le féliciter et pour l'encourager par rapport à nos soldats qui partaient en mission pour appuyer l'armée allemande qui envoyait le plus gros troupe de soldats au niveau de la MINUSMA. Donc, finalement, on se demande comment est-ce que la junte manœuvre dans ce dossier ivoirien qui, aujourd'hui, pollue l'ambiance entre les deux pays. C'est une question qui mérite d'être posée. Idrissa Keïta? Oui, je tenais d'abord à vous remercier pour l'invitation. Je vous en prie. À mes yeux, ce sont en fait les dysfonctionnements constatés lors de l'arrivée des soldats maliens. Les soldats ivoiriens, vous voulez dire? Les soldats ivoiriens, autant pour moi, qui sont mis en avant par la junte. Bon, pour ce qui est de ce que vient de dire le secrétaire général des Nations Unies, il l'a affirmé. C'est un élément à prendre en compte. Mais il faudrait qu'il y ait vraiment une note, quelque chose de formel, pour pouvoir clore au débat. Parce que le Mali, les confrères ici, point par point, ils ont développé tout ce que le Mali a mis comme argumentaire. Mais le Mali a, disons, ses preuves, on va dire comme ça, a ses preuves sur lesquelles il se base pour pouvoir maintenir sa position. Mais nous pouvons quand même dire que l'heure est un peu grave parce qu'on ne pensait pas que cette affaire allait arriver quand même à 2 mois. Allait arriver à 2 mois à tel point qu'elle allait déteindre sur certains secteurs, comme par exemple le secteur de la culture. On a des artistes de part et d'autre qui n'ont pas pu manifester. De plus en plus, l'opinion commence à s'enlacer et sur les réseaux sociaux, la tension monte. La tension monte. Donc, moi, je pense que se retrouver à la CEDEAO, c'est mitigé. Quelque part, pourquoi pas? Parce que tous les pays, ne l'oublions pas, en sourdine comme officiellement, sont quand même venus vers Bamako pour qu'on puisse avoir une issue heureuse. Le président du Burkina Damiba est passé, il a fait mention. C'est à travers même la visite de l'émissaire du président Boari du Nigeria que Bamako a fait part de ses exigences par rapport à ces cadres maliens-là qui sont en Côte d'Ivoire. Donc moi, mais quelque part, si on se base sur ça, on peut dire que quand même plusieurs pays se sont impliqués personnellement. Donc se retrouver pour en parler, ce n'est pas fortuit. Mais bon, d'autre part, le Mali estime que quand on convoque la CEDEAO à titre extraordinaire, c'est un peu zapper la médiation togolaise. Ils n'ont qu'à faire droit. D'accord. Très bien, on vous a bien compris. Non, Guillaume, attention. André Silver-Collin, allez-y. Oui, par rapport à votre question, je répondrai que l'ONU a laissé un peu le temps, de sorte qu'aujourd'hui, la transition militaire au Mali s'est dévoilée.
je vous assure que si, entre-temps, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, n'avait pas publiquement parlé de contrepartie, on serait encore dans les spéculations. Et on ne saurait pas que c'était cela, en fait, le fond du problème. Sinon, je vous ramène au communiqué du procureur spécial, le procureur Samba Sissoko, du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Dans ce communiqué, déjà, il y avait 5 chefs d'accusation. Nulle part, il n'est fait mention de mercenariat. Donc, très rapidement, les mercenaires dont le Mali parlait déjà, c'était un truc politique. Première chose. Deuxième chose, lors des négociations à Lomé, je crois 10 août, je me rappelle confusément, pas de trace du ministre, je passe sous le couvert de notre confrère malien, du ministre de la Défense, pas de trace. Pas de trace du chef d'état-major malien. Présence, par contre, je vais vous surprendre, présence par contre du ministre de l'économie du Mali. Voyez-vous, donc dès le départ, on sentait déjà que Bamako avait eu une opportunité pour poser d'autres problèmes. Et c'est contenu dans le communiqué lu par le directeur de cabinet Fidel Sarasoro, où il parle de ce que la Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Il ne dit pas les discussions sur ce problème, mais sur les sujets d'intérêt commun. Donc, aujourd'hui, le temps a dévoilé que c'était une stratégie de prise d'otage. Bon, peut-être que à force de côtoyer les djihadistes, il y a une sorte de détente, mais je pense que ce n'est pas ainsi qu'on doit logiquement et légitimement avoir une conscience d'État. Voilà. Très bien. Professeur Dian, oui. On ne vous a pas encore entendu sur ce sujet, allez-y. Alors, je pense que quand on crie, on vous entend. Mais si vous parlez, on va vous écouter. J'ai le sentiment que le Mali crie depuis longtemps. On l'entend. C'est la Côte d'Ivoire qui parle. On a salué ici l'éthique de la discrétion. Notre ministre des Affaires étrangères ne dit rien. Le ministre de la Défense, discrétion absolue. Les communiqués de la Côte d'Ivoire vont à l'essentiel pour éviter l'escalade. Il y a de la cohérence et il y a de la constance. Au Mali, on crie beaucoup. Ça va dans tous les sens. La Côte d'Ivoire dit « Allons à la table de négociation pour se parler ». La famille politique que nous avons, c'est la CEDEAO. Comme ça, devant témoins, devant nos amis, nous allons parler et nous allons vider ce contentieux. Parce que, qu'est-ce qui peut être un casus belli dans cette affaire qui traîne depuis 2 mois? Moi, j'ai une conception un peu plus décalée. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Dites-nous. Mais j'ai le sentiment que, et j'espère me tromper, que celui qu'on considère comme l'otage ou ceux qu'on considère comme otages, ce n'est pas vraiment les otages. C'est-à-dire? Le véritable otage, là, j'ai le sentiment, et j'espère me tromper, que c'est M. Goïta. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'intérêt, il y a trop d'incohérence, il y a trop de demandes, de revendications, de menaces. Nous sommes dans un contexte où les réseaux sociaux pensent aujourd'hui pour nous. Nous sommes dans un contexte où certains intellectuels souverainistes, extrémistes et éclairés se retrouvent tous à Bamako. Où certains penseurs même se trouvent obligés de justifier Goïta, d'expliquer, de dire ce qu'il veut, d'expliquer au monde entier qu'il a raison. J'ai le sentiment que cet homme est pris dans ce piège-là et qu'il n'arrive plus à faire le départ de ce qu'on attend de lui quand il fait le coup d'État. Et sur ses frêles épaules, il a le sentiment de porter tout le poids du passé de l'Afrique, toute la lutte anticoloniale, et nous sommes en train d'aller dans une situation qui n'honore pas l'Afrique et qui n'honore pas la diplomatie. D'accord. Très bien. Rapidement. Oui, Guillaume, rapidement, oui. Tu as posé la question, pourquoi le secrétaire général de l'ONU intervient maintenant? Mais parce que tout le monde est agacé. Oui, d'accord, mais... Tout le monde est agacé parce que... Guillaume Bateau, on peut se dire, si le secrétaire général des Nations Unies était sorti une semaine après le premier communiqué de Bamako,
disant que l'ONU ne les reconnaît pas comme des soldats de la MINUSMA, ça aurait fait avancer les débats. Le secrétaire général a dit dans l'interview qu'il a accordé à nos confrères qu'ils sont en contact permanent avec la junte militaire au Mali. Il a dit. Moi, je pense que l'ONU a voulu sauver l'honneur de M. Goïta en ne l'exposant pas, en ne le montrant pas aux yeux du monde entier que c'est... Bon, quand je vais dire un autre mot, ça va être compliqué. Attention à ce que vous allez dire, Guillaume Bateau. C'est un menteur. Voilà. Attention. Aujourd'hui, l'ONU intervient parce qu'effectivement, quand vous lisez le communiqué du Conseil national de sécurité, le dernier, on vous a fait toute la liste de tous les dirigeants ouest-africains et même au niveau international qui sont intervenus. Quelques conférences ont cité même des gens. Ça veut dire qu'au niveau de l'ONU, certainement, ils se sont dit que ça allait se régler. Mais à partir du moment où on voit véritablement que M. Goïta et ses amis sortent du cadre de règlement d'une question qui aurait pu se discuter facilement, qu'on rentre dans du chantage, qu'on rentre dans la prise d'otage, et que, je rappelle encore le communiqué du CNES, cela risque de perturber la sécurité de la sous-région. Quand vous avez écouté le secrétaire général de l'ONU ce matin, aujourd'hui, il dit, mais il y a trop de problèmes. Le djihadisme devient de plus en plus important. On a des questions climatiques, on a des questions économiques qui sont épouvantables. Donc, c'est tout ça qui finit par agacer tout le monde, qui amène le secrétaire général à mettre une sorte de holà pour que M. Goïta se réveille. Parce que quand on dit, notre confrère a dit qu'il y a la médiation togolaise, mais c'est le Mali qui sabote la médiation togolaise. Parce que dans la tête de beaucoup d'Ivoiriens et de ressortissants ouest-africains, à partir du 13 août, on était dans une phase où on s'attend maintenant à la libération de nos soldats. Mais à partir où Bamako laisse cette médiation et demande maintenant du troc humain, bon, vous comprenez que... D'accord. Alors, monsieur, justement, non, je vous pose une question et vous allez rebondir là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment que la diplomatie togolaise a finalement échoué pour qu'on s'en remette à la CEDEAO désormais? André Silver? Non, je ne suis pas sûr que la diplomatie ait échoué, parce que quand même, on a abouti à la libération de 3 soldats. Je vous ramène encore au communiqué du procureur spécial qui a blanchi les 3 soldats sur les 49. Le communiqué, il était très clair. Sur avis favorable du parquet, il a fait donc la main levée. Donc, il a blanchi 3 soldats sur 49 qui étaient partis le même jour, avec le même détachement, dans les mêmes conditions. Qui ont les mêmes chefs d'accusation. Voilà, il les a blanchis. Et donc, la diplomatie togolaise, pour moi, n'a pas échoué. Mais il faut compter avec la personnalité des colonels qui conduisent la transition au Mali, qui estiment, je ne sais pas quelle forme de gouvernance enseigne cela, qui estiment donc qu'on peut prendre des gens et puis demander des contreparties. Non, c'est pas cela. Pour répondre à votre question, le porte-parole de la MINUSMA, dès le premier jour, avait clarifié les choses en disant que c'était des NSE. Mais ce porte-parole, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, le gouvernement de transition a demandé son départ. Du coup, la MINUSMA devrait mieux contrôler ces éléments de langage. Et je vous ramène donc à cette note verbale qui a été d'ailleurs citée par le porte-parole du gouvernement. Moi, je suis dans les faits. Cette note verbale dit « La MINUSMA n'a pas été informée de la présence des NSE de la Côte d'Ivoire. » OK. Dans la phrase qui suit, la même MINUSMA dit « Cependant, en recoupant des documents internes, la MINUSMA estime que le détachement ivoirien s'élève à 50 hommes et femmes. » C'est un détail très important, parce qu'à cette époque, on ne savait même pas qu'il y avait des femmes dedans. Mais comment la MINUSMA disait ne pas être informé, dit automatiquement après, qu'en consultant des documents internes, il avait des... Bon. Et donc, cela se passait dans un contexte où, d'un côté, Bamako était très hérissé, donc avait demandé le départ du porte-parole, il pouvait encore demander le départ du représentant ou même la fin de la mission. Et de l'autre côté, dans un contexte où les Nations Unies avaient des difficultés en RDC, en Centrafrique, et donc il fallait nuancer. Comme Guillaume l'a dit, il fallait préserver un peu Assimi Goïta en disant, bon, dans tous les cas, on pense que ça va se régler là. Mais malheureusement, ça ne se règle pas. Et Bamako se réfugie davantage encore, comme dans une attitude de... Bon.
Très bien. Alors, messieurs, Idrissa Keïta, tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la saisine de la CEDEAO. Finalement, on a bien l'impression que la CEDEAO a commencé à intervenir dans le dossier. Le président du Nigeria a intervenu dans ce dossier, le président togolais a intervenu, le président de la transition du Burkina a intervenu, beaucoup de chefs d'État, le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine a intervenu, le président Bissau-Guinéen a intervenu. Pourquoi finalement on n'arrive pas à trouver une solution? Et maintenant que la Côte d'Ivoire a décidé de solliciter la CEDEAO, Bamako veut prévenir une instrumentalisation de l'organisation sous-régionale. Vous savez, le Mali a une mauvaise image de la CEDEAO. Vous n'êtes pas sans savoir que le Mali sort de 6 mois de sanctions, que autorités intellectuelles continuent de qualifier les sanctions d'illégitimes. D'une part. Aussi, pour le Mali a estimé avoir été mis en minorité lorsqu'il était question des sanctions. Pourtant, les règles étaient claires. 18 mois avaient été définis. Et à terme, comment dirais-je, la CEDEAO a été surprise. Et puisqu'elle a été surprise, évidemment, il y a eu des divergences de vues. Mais les autorités maliennes restent formelles sur une chose. Le contexte sécuritaire d'alors ne permettait pas d'organiser des élections. Et aussi, il était vraiment question de faire un état des lieux. D'où les assises nationales de la refondation. Et la transition prône aujourd'hui la rectification. Autant de défis... attention, hein. Allez-y. Oui, justement... Terminez. Non, s'il vous plaît. Oui, non, mais vous n'avez pas le droit de rire pendant que quelqu'un d'autre parle. Terminez, Idrissa Keïta, terminez. Oui, justement, c'est-à-dire que le Mali est à l'heure de la rectification, et même parlant de rectification, je pense que le confrère Guillaume Bateau, quand nous parlons d'autorité, respectons les protocoles. Certes, le président Assimi Goïta est venu par les armes, on le sait, on le dit partout. Ce n'est pas constitutionnel, ce n'est pas par les urnes, mais c'est quand même lui qui préside la destinée de ce pays. Quand nous parlons entre nous, on se dit confrères. Respectons les protocoles au lieu de dire Monsieur Goïta. C'est lui qui dirige le Mali jusqu'à la fin de la transition. Bon, sur un plateau télé, après, vous n'allez pas obliger quelqu'un d'employer... terminez s'il vous plaît, monsieur, terminez vos propos. Terminez, Guillaume Bateau, attention. Sinon, comme je l'ai dit, le débat. Allez-y. On respecte le protocole. D'accord, messieurs, on ne va pas faire un débat entre vous deux. Maître Ameïté. Oui, je pense qu'avec les propos de votre confrère malien qui est là, on observe exactement ce qui se passe à Bamako. C'est-à-dire qu'il y a une certaine incohérence de la part des autorités maliennes. L'incohérence même a commencé le jour même que nos soldats ont été arrêtés. Je vous rappelle, lorsque les soldats ont été arrêtés, on nous dit que ces soldats, ça est dans leur dernier communiqué, ont caché leur identité, alors qu'ils étaient impeccablement habillés en tenue militaire avec leurs insignes. Ils se sont présentés à la police aux frontières, mais malgré ça, ça n'a pas suffi. Et les autorités maliennes mettent sur silence et cachent le fait que ils se taisent sur le fait que les soldats ivoiriens qui étaient de la 7e rotation, il y a une partie qui est restée sur place. Et dès que nos soldats ont été arrêtés, manu militaire, on les a expulsés. Si tant est-il que ce sont des mercenaires, pourquoi n'ont pas-ils été arrêtés? Et une deuxième incohérence, on nous dit que l'affaire a été judiciarisée, alors que c'est eux qui ont été les premiers à choisir le Togo comme médiateur. Vous accusez des soldats d'être mercenaires et vous courez, vous empressez à choisir un médiateur. Pendant que la médiation est en cours, ils judiciarisent l'affaire. Pendant que l'affaire est judiciarisée, il se permet de libérer trois femmes, se basant sur le genre féminin. Mais attendez. On a dit pour des raisons humanitaires. Non, mais monsieur Ali, terminez. L'ancien ministre de l'économie d'Ibrahima Boubacar Keïta est emprisonné. Mais pourquoi elle ne peut pas être libérée pour des raisons humanitaires? D'accord, ça c'est un autre débat. Non, mais en fait, c'est une manière d'expliquer l'incohérence de la posture des autorités maliennes. D'accord, monsieur, on a monsieur Moussa Koulibaly qui nous appelle de Ségou. Ségou, il me semble que c'est dans le nord du Mali. Non, c'est juste à côté de Bamako. C'est juste à côté de... Ah, il est parti, d'accord, très bien. On aura peut-être l'occasion de l'entendre. Oui, Guillaume, rapidement. Je voulais dire, parce que, notre confrère... le problème que nous avons,
sur la situation du Mali est né des 2 coups d'État de M. Goïta. Même si je vois que certains Maliens tiennent à ce qu'on le traite comme un chef d'État. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Quand on veut être traité dignement, on se comporte dignement. Voilà. Juste à ce que M. Goïta fasse ces 2 coups d'État, il n'y aurait pas de problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je suis formel. Je suis formel. Nos autorités, depuis le début, ont été constantes. Mais on voit bien qu'en face, les versions maliennes varient au gré des humeurs de M. Goïta. Il faut qu'on le lui dise clairement. Aujourd'hui, et je salue l'intervention du secrétaire général de l'ONU qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Et je demande aux autorités maliennes d'accepter, parce que le problème des Maliens, c'est quoi? On dit chez nous couramment que les sorciers n'aiment pas la lumière. Où voulez-vous en venir, Guillaume? À partir du moment où Bamako n'est pas d'accord que le dossier se traite au niveau de la CEDEAO, parce qu'il y aura beaucoup de pères et dieux qui vont s'intéresser. Tout à l'heure, Ali, tu as demandé pourquoi. Tu as cité tous les chefs d'État qui sont intervenus. Mais comme c'était des discussions informelles, bon, le Mali continue de faire le dos, mais quand on va les convoquer devant toutes ces instances de la CEDEAO, on va mettre le dossier sur la table, mais Bamako sera bien obligé d'avancer ses arguments. Vous voyez que le matin, ils disent une chose au médiateur togolais, et le soir, le président Goïta demande autre chose. Mais on ne peut pas continuer. Le matin, il dit des choses au président Ouattara. Le soir, il dit autre chose, il fait autre chose. Donc on est obligé de le convoquer. C'est comme quand on n'a pas réussi à régler un problème en famille, on vous convainc sur la place publique du village. On vous a bien compris, Guillaume Bateau. Professeur Dion? Moi, je pense que M. Goïta peut tout obtenir de Alassane Ouattara. Tout est dans la manière. Et la manière n'a pas été la bonne. Je lis les discours des autorités maliennes. J'observe. Mais avec ma formation, ce n'est pas ce qu'on dit qui m'intéresse, c'est ce qu'on n'a pas dit. Quand je regarde la posture de M. Goïta, en tant que Goïta, il a peur. Parce qu'on lui a inculqué ça, on lui a donné le sentiment que la principale menace qui le guette, c'est la Côte d'Ivoire et c'est Alassane Ouattara. Donc il est dans cette posture, mais c'est quelqu'un qui veut être rassuré. Mais la meilleure manière d'être rassuré, c'est pas de se comporter comme il l'a fait. Parce qu'il braque tout le monde. Il peut parler au président Alassane Ouattara. S'il ne veut pas que ça aille jusqu'à la CEDEAO, ça veut dire qu'il laisse la possibilité d'un dialogue, comme on dit, direct. Mais il faut qu'il parle avec le président Ouattara. Que le président Ouattara le rassure, parce que je reste convaincu qu'on lui a suffisamment mis des choses dans la tête. La peinture qu'on lui a faite du président Alassane Ouattara, l'impression qu'il a, c'est que le danger, c'est la Côte d'Ivoire pour lui. Mais non, il faut qu'il prenne le temps de demander au président Alassane Ouattara et M. Goïta, que ce soit en termes d'économie, que ce soit en termes de tout ce qu'il veut, il aura de notre président ce qu'il veut. D'accord, Idrissa? Effectivement, Maître me met à l'aise parce que, quoi qu'on dise, Alassane Ouattara, son excellence, il n'est pas à présenter. Et son crédit au plan mondial est connu de tous. Évidemment, le président colonel Assimi Goïta peut beaucoup avoir avec lui. Mais vous savez, ce conflit, quelque part, il tire sa genèse du fait d'une chose. Dans la sous-région de la géopolitique, la Côte d'Ivoire et la France ont toujours eu des affinités. Et à un moment où les divergences de vues entre le Mali, parce que ce que certains confrères oublient, c'est que quand le colonel Goïta et son équipe ont fait le coup d'État, à l'époque, le président français avait dit qu'en 4-5 mois, il a eu plus que ce qu'il n'a jamais eu avec le régime précédent, d'Ibeka, qui était pourtant prêt à faire une révision constitutionnelle qui n'a finalement pas abouti. Donc, la proximité entre la Côte d'Ivoire et la France et la divergence de vues suite effectivement au renversement du président Badaou, que le Mali a justifié à sa manière, a envoyé énormément de bisbilles. Aux yeux d'une partie de l'opinion malienne, la Côte d'Ivoire
incarne la France, incarne les intérêts français. Bon, pour revenir à la question de la CEDEAO, comme je vous l'ai dit, le Mali sort d'une mauvaise expérience, entre guillemets. Le Mali s'est retrouvé sur le banc de la CEDEAO, il y a eu des sanctions. Donc évidemment, si on dit qu'il faut se retrouver là-bas, vous savez, aux yeux même des populations, la CEDEAO est quand même vue aussi comme un syndicat de chefs d'État, comme un cadre de copinage. Et on va dire que c'est cette image-là que garde une bonne partie de l'opinion malienne. Raison pour laquelle se retrouver ensemble, le Mali n'y adhère pas. Mais nous sommes quand même d'accord que du fait que tout le monde a quand même eu à intervenir quasiment, il va de soi qu'on pourrait se retrouver à l'africaine autour de la table et discuter pour trancher définitivement. D'accord. Monsieur Moussa Koulibaly, vous nous appelez de Ségou, au Mali. Je vous appelle de Ségou, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre point de vue, dites-nous? Pour moi, est-ce qu'on parle du même sujet au Mali? Souvent... Allô? Souvent, nous écoutons, allez-y, allez-y. Souvent, on ne parle pas du même problème. Allô? On vous écoute, allez-y, faites votre développement, allez-y. Oui. Bon, nous, on a l'impression qu'on ne parle pas du même problème. Concernant les militaires arrivés, pour le premier début, les autorités maliennes, est-ce que vous avez demandé aux autorités, s'ils ont demandé réellement les autorités ivoiriennes que ces militaires sont arrivés au Mali, qu'ils sont au courant ou pas? Lorsqu'on demande ça et que les autorités ivoiriennes disent qu'ils n'étaient pas au courant, donc directement, on les considère comme les mercenaires. Non, pas du tout. Mais les autorités ivoiriennes n'ont pas dit qu'elles n'ont pas reconnu que leurs soldats étaient arrivés au Mali. Bon, est-ce que les militaires, est-ce que les autorités ivoiriennes ont dit que les Maliens ont demandé d'avoir? Il dit quoi? Bon, allez rapidement au bout de votre développement et puis... Nous, on sait que quand les Ivoiriens sont venus, c'est pour sécuriser une société privée. C'est pour sécuriser une société privée. Mais est-ce que l'administration même a été capable de dire, honnêtement, si les Maliens ont tort ou bien si les Ivoiriens ont tort? Donc pour vous, la faute, c'est l'administration? Je veux qu'on fasse attention. L'administration aussi ne joue pas du franc jeu. Parce qu'il n'arrive pas à dire la vérité d'abord. Ce qu'il dit aux Maliens et ce qu'il dit aux Ivoiriens sont diamétralement opposés. D'accord, très bien. Oui. Merci. Oui, merci, monsieur Moussa Koulibaly. Vous nous appelez de Ségou. Pour lui, il pointe du doigt la MINUSMA, qui est les Nations Unies, évidemment, qui n'ont pas joué, selon lui, franc jeu dans cette affaire. Saint-Claver? Oui, mais moi, l'élément sur lequel je souhaiterais intervenir, c'est que ce n'est pas la première fois que les soldats ivoiriens vont au Mali. Il y a eu plusieurs rotations avant, plusieurs rotations, et ça, c'est la 8e rotation. Et Goïta, lui, c'est pas... pendant que il y a la 8e rotation, que lui, il intègre l'armée malienne. Il est dans cette armée malienne-là depuis longtemps et il a connaissance que les soldats ivoiriens vont régulièrement au Mali. Parce que dans les tests même de la MINUSMA, il est bien écrit qu'il y a des éléments d'appui. Et l'Allemagne est intervenue dans ce dossier clairement. La ministre des Affaires étrangères allemande, comme je l'ai dit tantôt, et l'armée allemande qui a écrit au chef d'état-major. Mais en même temps, mon confrère malien, il me met très à l'aise parce que ici, la dernière fois, j'ai relevé un élément essentiel dans l'opposition frontale qu'il y a aujourd'hui entre nos autorités et les autorités maliennes, c'est qu'il a parlé il a parlé de la France, il a parlé de la CEDEAO, une très mauvaise expérience que le Mali a de la CEDEAO. Il a même utilisé le mot syndicat des chefs d'État. Et donc, il faut noter, et je reviens là-dessus, que les autorités maliennes ont ciblé les autorités ivoiriennes dans ce dossier des sanctions contre le Mali. Et il y a un antécédent, ils sont dans une situation de règlement de comptes. Mais calmez-vous, je vous donne la parole, Guillaume Bateau. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole de toute façon. Vous avez terminé, oui, ça va. D'accord. André Silver. Oui. Alors, ce plateau-là. Non, ce n'est pas parce que le Mali en veut à la France ou a des problèmes avec la France qu'il ferait payer cela à des soldats ivoiriens. C'est comme si moi j'ai un problème avec vous et puis l'un de vos journalistes, je le fais arrêter en le présentant comme
je sais pas, quelqu'un qui n'a jamais été journaliste. Non, ce sont des... Non. Vous aurez la parole, ne vous inquiétez pas. Pour moi, tout à l'heure, le confrère a parlé de preuves de Bamako et votre téléspectateur est un peu revenu là-dessus. On est vraiment dans la propagande qui consiste à sortir des éléments... non. Erroné d'ailleurs. On parle de ce que les soldats n'avaient pas leur vraie identité sur les passeports. Mais ça ne se fait nulle part au monde, y compris au Mali. Je vous assure, j'ai vu des passeports de soldats ivoiriens qui viennent se former en Côte d'Ivoire. Parce que soldats maliens, des soldats maliens qui viennent se former en Côte d'Ivoire, sur lesquels il n'est pas marqué soldat. Mais ça ne se fait nulle part au monde. Ils le savent très bien. Ce sont des soldats, ils le savent. Première chose. Deuxième chose, ils ont relevé le fait que un responsable là-bas a appelé quelqu'un ici. Mais, cher Ali, voyez-vous, par exemple, vous envoyez quelqu'un, une équipe en reportage, et je prétends que je ne suis pas informé. Je dis à l'un de mes chefs de service, appelle le Red Chef. Le Red Chef dit non, je ne suis pas informé, mais laisse-moi... Bamako se réfugie dans cela. Non, mais on ne peut pas continuer comme cela. Ils prennent l'exemple du directeur, je ne sais pas, de l'information bien tout à l'heure que Saint-Claver a cité, pendant que la déclaration de la ministre elle-même existe. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pourquoi je parle de conscience d'État. Voilà. Mais ce que j'aimerais relever, c'est que les défis au Mali sont ailleurs. On en parle tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Guillaume Bateau, rapidement, et ensuite... Je vais faire deux précisions. Premièrement, il est établi clairement que nos soldats qui vont au Mali vont dans 2 avions bien identifiés. Je crois que c'est Maître qui l'a dit. Quand même les Maliens retiennent une partie des soldats, les 16 derniers qui devaient revenir à Abidjan, ils restent à Bamako, puisqu'ils devaient rester à Bamako pendant 3-4 jours pour passer les consignes. Ceux-là sont là-bas, on les expulse dans un avion commercial. Mais vous pouvez demander à Côte d'Ivoire, c'est public. Autour du 13 août, l'avion de Air Côte d'Ivoire qui devait quitter Bamako pour venir à Abidjan a eu 3 heures de retard parce que nos soldats, avec leurs armes, devaient intégrer cet avion. C'est établi. Pourquoi on expulse ceux-là, on ne les garde pas? Donc, il ne faut pas que les gens nous disent que l'autorité malienne n'a aucune preuve. Toutes les preuves innocentes, clairement, nos soldats. Deuxième chose, quand on dit on a appelé intellectuel, je peux vous dire aujourd'hui que dès le début, le président Ouattara a eu le colonel Goïta au téléphone. Et le président, monsieur Goïta s'est engagé auprès du président Ouattara, il dit on va régler ces problèmes. C'est connu. Alors, d'où vient qu'on parle de... On a appelé un cuisinier ou bien on a appelé... À ce niveau, quand un chef d'État, vous décrochez votre téléphone, vous parlez à quelqu'un comme le président Ouattara et vous lui donnez des assurances que ces choses vont se régler dans quelques minutes et que ça devient deux mois de prise d'otage, comment vous voulez qu'on ait confiance aux autorités maliennes? Donc, il faut qu'on dise les choses clairement. Et je termine par dire, notre confrère Idriss a dit ici que oui, la France, la CEDEAO, mais la CEDEAO n'a pas de problème. Les règles qui sont établies à la CEDEAO l'ont été avec le Mali. C'est avec le Mali qu'on a décidé que dans notre espace communautaire, il ne doit plus y avoir de coup d'État. Mais justement, à ce sujet, j'ai une question adressée à vous tous et aux confrères. Je reviens à vous, Guillaume Bateau. Est-ce que le Mali n'a jamais participé à des sanctions contre d'autres pays au sein de la CEDEAO? Mais bien entendu. Est-ce que les autres pays se sont braqués contre le Mali parce que le président du Mali a participé à des sanctions qui ont été prises par la CEDEAO? Est-ce que la Côte d'Ivoire, enfin bon, la Côte d'Ivoire n'a jamais été concernée par une situation comme telle, mais je veux dire, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Oui, je termine, sur laquelle je te réponds directement. Et c'est là qu'on voit la fuite en avant des autorités maliennes. Même si M. Goïta a fait un coup d'État, a fait 2 coups d'État, mais il y a quand même la continuité de l'État. Le Mali est membre fondateur de la CEDEAO et il y a des engagements vis-à-vis de la CEDEAO. C'est trop facile. Vous venez dans une maison à laquelle vous appartenez, il y a des règles, vous enfreignez les règles que vous connaissez et on vous les applique et vous vous plaignez, sous prétexte que la Côte d'Ivoire est l'ami de la France. Mais jusqu'au coup d'État de M. Goïta, mais le Mali était l'ami de la France, puis ce sont les soldats maliens et français qui ont sauvé la mise au Mali en arrêtant les djihadistes en 2013. C'est la réalité. De 2012. Oui, mais on va vous dire qu'aujourd'hui, Bamako est en rupture de bain avec Paris. Donc, alors, on vous a bien compris. Quand les soldats français venaient sauver les Maliens à cette époque-là, ils étaient amis. Pourquoi ils veulent nous faire payer? Je vais répondre. D'accord. Maître Maïté, oui. Je réponds très rapidement à votre confrère, parce que quand on parle de manipulation et de propagande, c'est bien le cas même de ce qui se passe au niveau de la CEDEAO.
Mais la CEDEAO qui regroupe plusieurs pays, des pays francophones, des pays anglophones. Pays lusophones. Lusophones. Et en plus même, l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président de la République n'est pas le président de la CEDEAO, c'est le président ghanéen. Mais les décisions, attendez. Les décisions sont prises de façon collective par la conférence des chefs d'État. Mais diantre, je ne sais pas pourquoi les Maliens s'acharnent sur le président de la République, l'accusant. Parce que c'est ce qui est, comme Clavel l'a dit, c'est ce qui est à l'origine même de cette situation. Parce que dans leur entendement, le président Ouattara serait à l'origine de ces sanctions-là. Mais pourtant, ces sanctions-là sont prises par tous les chefs d'État. Je vous rappelle qu'en 2010, le président ATT, il était le président de la CEDEAO. Il y a une réunion qui a eu lieu là-bas par rapport à la crise de la Côte d'Ivoire. Et les sanctions similaires ont été prises à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas accusé les Maliens. Donc, il faudrait qu'ils essaient d'arrêter un peu. Je ne crois pas que le président, quelle que soit sa puissance, ait une influence sur le président du Nigeria. Vous pensez que le président de la Côte d'Ivoire peut manipuler le président du Nigeria, le président du Ghana, le président du Libéria? Non. Est-ce que la France peut facilement manipuler aussi le président du Nigeria? Non. Donc il faut que vous soyez réalistes. Reconnaissez que les sanctions là sont prévues par les thèses de la CEDEAO. Les coups d'État sont interdits. Donc arrêtez les coups d'État pour que tout rentre dans l'ordre. Idrissa, allons-y. D'abord, précision. Je suis un confrère qui travaille sur les questions du Mali, de la Guinée et les questions de la Côte d'Ivoire. C'est cela. Et je ne suis pas en train de faire la propagande. Non, ils n'ont pas dit pour vous, hein. Je ne le pense pas. J'essaie juste de donner quelques éléments à travers le Inside, depuis même le Mali, le 223. Maintenant, ce que j'avais à dire, à chaque époque, ces hommes, on va quand même concéder une chose. Nous sommes tous d'accord que cette affaire n'a que trop duré. Cette affaire n'a que trop duré. Et effectivement, c'est quand même frustrant que quand on pense que les militaires, 46 militaires maintenant sont en passe de sortir, il y a quelque chose. Il y a un blocage. De blocage en blocage, effectivement, on ne s'y retrouve plus, on n'y comprend plus rien. Bon, puisque le Mali parle de questions judiciaires, il ne faut quand même pas omettre le fait que les mandats émis contre ces personnalités-là qui seraient là, parce que selon les dernières informations, certains ont pris la poudre d'escampette, un allait vers l'Afrique centrale, un au Niger, le troisième il allait en France. Bon, c'est lui-même la tête d'affiche, on va dire comme ça, Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibeka, lui c'est carrément même dès le lendemain du coup d'État que son mandat est tombé. Plus d'une année. Les autres, c'est depuis quelque temps. Mais bien avant, chaque fois que la Côte d'Ivoire a eu ses divergences avec le Mali, comme je l'ai dit, c'est parce que dans la géopolitique, chacun a ses amis. Maintenant, ces militaires, pour moi quand même, juste après même leur arrestation, il y a eu quand même un lot de militaires ivoiriens qui a été déployé, juste après. Pour moi, si le Mali reste sur sa position, le Mali estime qu'il a ses preuves. Les Nations Unies, avec maintenant cette sortie de Guterres, vous l'avez dit, hein, M. Ali Djerasouba, si dès le départ, les Nations Unies étaient sorties de cette manière, on n'en serait pas là. Peut-être, hein, sait-on jamais. Parce que, attendez, je pense que si au niveau même de New York, quelque chose avait été dit, je ne pense pas que le Mali aurait agi comme cela a été le cas avec la MINUSMA, où le porte-parole a quand même été vidé pour avoir tenu des propos que le pouvoir n'a pas appréciés. Donc la question, elle est délicate. C'est vrai qu'il faut faire preuve de discrétion. Nous sommes quand même dans une affaire très délicate. Plus on se tait, mieux c'est. D'accord. Mais au sortir des médiations et au sortir des prochaines rencontres, on verra ce qu'il va en advenir. Parce que le sommet de la CEDEAO, je pense qu'il sera imminent. Tous les membres quand même seront aux Nations Unies. Et de fait, ils vont se réunir. On verra ce qu'il en adviendra. Très bien, absolument. Monsieur, on va marquer une courte pause et on poursuit le débat juste après.
Le port d'Abidjan est le poumon de l'économie ivoirienne. Depuis 2012, il est en travaux pour agrandir le canal de Vridi, moderniser le terminal à pêche, construire un terminal roulier, un second terminal à conteneurs, un terminal céréalier et réaliser 40 hectares supplémentaires de terrains industriels. Conforme aux standards internationaux, il est certifié aux normes qualité ISO 9001, environnemental ISO 14001 et de sûreté SPS. Le port d'Abidjan est le leader de l'Afrique de l'Ouest. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Monsieur Kouakou, comment allez-vous? Ça va très bien. Monsieur. Merci. Internet, SMS. Cette formule est rattachée à des avantages. Alors, oui. Allô, bonjour. Monsieur Kouakou. Allez-y, c'est bien. Accompagnez votre entreprise dans sa croissance. C'est notre vocation. Orange. Black African Riders organise le IBF, Ivorian Bikers Festival. Du 11 au 16 octobre 2022, à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro, dans une ambiance de foire. Venez participer au plus grand rassemblement de motards en Afrique, avec plus de 3000 motards venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Au programme, le marché de la moto, concert géant avec les artistes du moment, le ride de la sécurité, visite de sites touristiques, parades et campagnes de sensibilisation, divers concours avec le Grand Prix IBF. Partenaire média officiel, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Motard un jour, motard pour la vie. Il y a des jours où vous vous dites aujourd'hui, je l'ai bien mérité. Commandez sur Glovo. Les jours où ça dure plus longtemps que prévu. Et si on commandait sur Glovo? Les jours où tout vous échappe. Ou pas. Glovo, commandez, c'est livré. En ce moment, le menu Wings n'est qu'à 3000 francs CFA chez Burger King sur Glovo. Sous l'égide du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, sous la présidence de Françoise Rebarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, sous le parrainage de Monsieur Touré Zoumana, directeur du patrimoine et du domaine du port autonome d'Abidjan, Corotte Production, en partenariat avec le Centre national des arts et de la culture et l'Association des humoristes, organise la 5e édition du festival Rire Ensemble du 17 au 19 septembre au Sénac et au Yélam Stréjuit. Les journées sportives de salubrité et artistique. Venez célébrer la paix le 19 septembre. Un passé à dépasser. Entrée libre. Infoline 07 47 77 78 00. Partenaire NCI. Confiez l'avenir professionnel de vos enfants à l'Institut supérieur de formation des opticiens du groupe Locaux d'Abidjan. Établissement de renommée ouvert à toute l'Afrique, formant des opticiens lunetiers, optométristes et orthoptistes sur du matériel de pointe avec un encadrement de haut niveau. 2 diplômes préparés, le BTS d'État et le diplôme d'études supérieures. Plus d'une décennie d'expérience. ISFOP Optique Locaux d'Abidjan accompagne les opticiens lunetiers et optométristes et orthoptistes d'aujourd'hui et de demain. Renseignements. Sur NCI, tente de gagner cette semaine 50 000 francs CFA en votant plusieurs fois pour ton talent préféré. Envoie HM1 pour Jolina. Ma voisine d'à côté là, Champions League d'emporter. Elle l'emporte partout. 2 jours elle est partie dans le mariage. Dès qu'elle est arrivée, elle a emballé le marié dans sa à main. HM2 pour Lindaï. Les gars, je suis allé à la gare de Wawa emprunter un taxi. Le chauffeur est tellement saoulé. Lui seul, dès que le taxi est rempli, il monte, il démarre, il va, il cogne un poteau, et puis il sort sa tête. Qui est devant? HM3 pour Saïd. Hey, Goumena, c'est pas un sentiment, c'est l'homme. Hein. Quand tu le vois de loin, il a gros ventre comme ça, avec des barbes là, tu sais que lui, il n'a pas de problème, mais c'est qui donne aux autres là. Il vivait une relation avec la petite. Chaque 22 heures, on prend le téléphone, on cause. Jusqu'au lendemain, 22 heures. C'est vous ou bien c'est moi? HM4 pour le mannequin des menteurs. Mon oncle, lui, ici à Djamé, on dit le vieux, va acheter ton mouton à l'abattoir. Le vieux dit, oh, il m'a acheté ça au marché des nuits d'Adjamé. Le vieux arrive, il discute. Il tombe d'accord, on lui donne le mouton. Arrivé à la maison, c'est pas qu'on lui a donné. Par SMS au 98 112. N'oublie pas, ton vote compte pour 60%. Alors vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA.
Retour sur le plateau de NCI 360. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué évidemment l'escalade verbale qui est montée ces derniers jours entre Abidjan et Bamako. Et vous avez entendu l'avis de nos consultants sur la question. Messieurs, avant de passer au deuxième sujet de cette émission, qui a évidemment un lien avec le premier, comment entrevoyez-vous la fin de cette affaire, André Silver? C'est très simple. La balle se trouve dans le camp du gouvernement de transition du Mali, entre les mains du colonel Goïta. La justice malienne a libéré 3 soldats qui ont été blanchis, je le répète, parce que rien n'a été retenu contre elle. Dès le départ, la justice malienne elle-même n'a pas retenu le chef d'accusation de mercenariat. Donc c'est un dossier politique qu'on peut régler autrement que de cette façon. La balle se trouve entre les mains du colonel Goïta. Il n'a qu'à libérer. En passant par la CEDEAO et ensuite l'ONU, peut-être, Guillaume? Non, pas forcément. Il peut le faire maintenant. On est déjà à l'ONU. Je crois que le secrétaire général de l'ONU a dit lui-même qu'il va recevoir, je crois dans les prochains jours, une délégation malienne. Il est prévu aussi qu'il rencontre le président Ouattara. Il est prévu donc ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. Je crois que tout va se décider finalement à New York, puisque tout le monde s'y trouve. Je crois qu'aujourd'hui, avec cette prise de position claire des Nations Unies, je pense qu'on va vers le dénouement. Parce que Bamako n'a plus d'arguments. Il faut peut-être trouver une porte de sortie à M. Goïta pour pas qu'il se sente un peu trop humilié. Ceci dit, je pense que ce que le secrétaire général de l'ONU a dit, et c'est ça qui est important, et c'est ce qui me fait dire que les choses... Parce que la situation au Mali est critique. On semble oublier, on semble se focaliser sur ce qui aurait dû être un petit incident passager, mais la situation au Mali est vraiment critique. La situation sécuritaire est critique. On en parle tout à l'heure. Il faut vraiment que les autorités maliennes elles-mêmes prennent conscience de la gravité de la situation pour qu'elles cessent ces petits combats. Parce que ce n'est pas l'objectif. M. Goïta a fait 2 coups d'État. Ce n'est pas quand même pour chasser ses opposants qui sont en Côte d'Ivoire ou garder quelques 46 soldats. On en a 800 là-bas. Donc je crois qu'on va régler ça. Le fait que l'ONU ait pris position, ait désavoué publiquement Bamako, va leur permettre de redescendre un peu sur terre pour que les choses avancent. Bon, moi, je suis moins optimiste que Guillaume Bateau. Bon, je pense que... Vous pensez que la crise va encore s'enliser? M. Goïta est dans m'apparaît être un jusqu'au boutiste. Les couleurs ont été déjà annoncées par rapport à la réunion de la CEDEAO. Déjà, ils ne reconnaissent même pas, d'emblée, ils ne reconnaissent pas tout ce qui va se décider au niveau de la CEDEAO. Donc, cette crise-là me fait rappeler étrangement à l'affaire Kamano, François Kamano, en 1967. La crise des otages entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. C'est pareil, hein, il y a eu des négociations, il y a eu des chefs d'État qui sont impliqués. Sékou Touré a toujours refusé de libérer M. Kamano, qui était justement maintenu en détention pendant 2 ans. Et la suite, on la connaît. Finalement, la suite, on la connaît. J'ai bien peur, en tout cas, je caresse l'espoir de me tromper, qu'on n'en arrive pas là. Parce que si ça continue, et que si M. Goïta continue dans sa résidence abusive, les autorités ivoiriennes n'auront pas d'autre choix que de passer à la vitesse supérieure. Des mesures de rétention, des mesures de représailles. Et ça va faire mal. Voilà. Donc, le Mali n'est pas en conflit à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés vous aider à combattre le terrorisme, nous aider nous-mêmes à nous protéger. Ça ne sert à rien de garder nos soldats. Et ça ne sert à rien même de demander des échanges de soldats. Parce que nous ne sommes pas en guerre. Ce ne sont pas des prisonniers de guerre. On a bien compris ce plaidoyer, Maître Meïté. Lassina Diarra, bonsoir. Vous nous appelez de Libreville au Gabon. Oui, bonsoir, M. Bonsoir. Quel est votre point de vue, rapidement? Allez-y. Bon, je tiens à saluer d'abord tout le co-débatteur de NCI 360. Merci. Oui, comprenez vous-même. Merci. Voilà, je suis l'émission depuis, c'est un débat du intellectuel. Bon, j'aimerais dire à tous les invités de NCI de rester tranquilles, à tous les Ivoiriens. Bah, tous les Ivoiriens sont tranquilles. Oui, je suis malien, mais j'aime la Côte d'Ivoire, j'ai aussi les parents là-bas. D'accord. Quel est votre point de vue sur le sujet, très rapidement? Voilà, mon point de vue, ce problème-là, on va régler ça en diplomatie et pacifique. Et rien ne va arriver. Nous faisons le bruit par-ci par-là, mais ce problème-là, ça sera réglé. On va mettre ça derrière nous. Et la Côte d'Ivoire et le Mali continuera sa vie. Ah, vivement. Vivement. Oui, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, Lassina Diarra. Vous nous appelez depuis Libreville au Gabon. Vous prenez le dialogue. On vous a bien compris. Idrissa Keïta. Chers confrères, vous savez, quand la tasse du voisin brûle, il faut l'aider.
c'est normal que tout le monde soit auprès du Mali. Si la vague terroriste s'exporte, ce n'est bon pour personne. Maintenant, je ne pense pas que le président Assimi fasse de cette question une fixation. Parce qu'au jour le jour, il est en contact avec ses homologues. Il sait que tout le monde, même le président même de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a dit qu'il est même prêt à venir avec les militaires, les 46, s'ils sont libérés à Abidjan. C'est dire que vraiment, au jour le jour, cette question est sur la table et à un moment donné, il faudra trancher. Comme l'a dit M. Bato, la question, même si le Mali il ne partira pas au sommet de la CEDEAO, il ne reconnaîtra pas ce qui est dit, si on se réfère au dernier communiqué, reste qu'une délégation malienne ira aux Nations Unies. Comme on l'a dit, elle sera reçue par les hautes autorités. Et avec ce qui a été dit par le secrétaire général, ça change la donne. Ça veut dire que quand Antonio Guterres, son Excellence, sera face au ministre Abdoulaye Diop, de cet échange, il y sortira quelque chose. Mais mieux, que personne n'oublie que ce n'est pas perdu. Si le Togo... Qu'est-ce qui n'est pas perdu? La présence... L'issue, dans la mesure où le Togo sera aux Nations Unies. Donc le Togo ira, lui, à ce sommet de la CEDEAO. Même si le Mali boude, mais le médiateur y sera. Le médiateur prendra part. Le médiateur va devoir siéger et prendre bonne note des recommandations de tout un chacun, peut-être même du mémo. Et donc je crois que la présence togolaise au rendez-vous des Nations Unies, où il y aura le sommet extraordinaire de la CEDEAO, les conclusions qui y sortiront, quand Lomé fera son retour à Bamako, à travers ça, on sera sur quel pied danser. Voilà ce que j'avais à dire. Très bien. Saint-Claver? Moi, je suis pas d'avis avec Maître Meïté quand il dit que la Côte d'Ivoire va passer à la vitesse supérieure. C'est vraiment pas dans l'intérêt de nos deux pays. Vous avez parlé des méthodes de rétorsion, n'est-ce pas? Oui, oui, mais s'il vous plaît. Je pense que... Maître Meïté, vous allez préciser votre pensée tout à l'heure. Je pense qu'on ne va pas arriver à ce stade-là. Et c'est pas dans l'intérêt... C'est le souhait de tout le monde. C'est pas dans l'intérêt des deux peuples, le peuple malien et le peuple ivoirien. Parce que le président Alassane Ouattara, le colonel Assimi Goïta, ils vont passer. Mais la Côte d'Ivoire, le Mali resteront. Et les peuples continueront à se côtoyer et à entreprendre des actions de façon bilatérale. Vous avez 30 secondes pour préciser votre pensée. 30 secondes. Je précise ma pensée. J'ai dit simplement que nos soldats ne peuvent pas rester indéfiniment maintenus par les autorités maliennes. Donc, à la lueur où les choses vont, je souhaite, en tout cas je caresse l'espoir, que la sagesse habite M. Koïta pour qu'il libère nos soldats. Mais au cas où il refuse, nous avons eu des précédents, c'est le président que j'ai cité. Donc finalement, on sera obligé, à nos corps défendants, de passer à la vitesse supérieure. C'est ce que j'ai dit. Okay. D'accord. La vitesse supérieure ne veut pas forcément dire... Exactement. On s'est bien compris maintenant. La précision a été faite. Professeur Dion? La première chose, demander humblement à M. Goïta de commencer à fermer ses oreilles à tous ces malins génies qui veulent faire reposer sur ses frêles épaules la lutte anti-Occident. À tous ces philosophes. Deuxième chose, ce serait un cinglant désaveu pour les autorités maliennes que cette affaire se termine à l'ONU. Alors là, moi, je trouverais ça vraiment extraordinaire. Qu'une affaire qui est censée se régler entre nous, à l'africaine, qu'on se retrouve devant l'ONU pour que l'ONU règle ce problème, ce serait vraiment pour moi très dommage. Parce que ça peut se régler. Parce qu'on a vu des leaders religieux faire des va-et-vient. Parce qu'il y a des chefs coutumiers qui sont capables de régler ça à l'africaine. Pour moi, ce ne serait pas bien. La dernière chose, que M. Goïta n'ait pas peur. N'ayez pas peur d'Alassane Ouattara. N'ayez pas peur de la Côte d'Ivoire. Très bien. André? Oui, je ne sais pas si on en parlera, mais pour moi, le plus important aujourd'hui, ce ne sont pas les fronts que je traite d'inutiles qui sont ouverts. Voyez-vous, Douenza,
Kolokane, Ségou, Sembi, Sona... Le bilan sécuritaire de la transition malienne, on en parle tout juste après, dans quelques minutes. Oui, rapidement, Idrissa. La précision que je voulais faire. Il ne faudrait pas qu'on pense que la CEDEAO aux Nations Unies, c'est vraiment un sujet à l'ordre du jour des Nations Unies et tous les dirigeants du monde vont se prononcer. C'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qui a été dit non plus. Parfois, c'est ce que certains laissent entendre. Non. Bon, c'est une question de perception de chacun. Mais... Perception, parce que moi, quand j'entends celui qui est intervenu de suite, j'ai le sentiment que, comme il dit que c'est un cinglant revers, 8, je peux l'accorder cela. Mais précisons une chose, ce sont les dirigeants, le quorum qui est atteint, donc ils se retrouvent sur place en aparté pour parler de cette question. D'accord. Mais cette question ne sera pas à l'ordre du jour des Nations Unies. Très bien. Dans les coulisses, maintenant, la chose va se définir, comme je l'ai dit. C'est bien entendu. Monsieur, comme le Mali, vous le savez, en Afrique de l'Ouest, il y a 2 autres pays qui sont dirigés par des régimes de transition militaire. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Comment se portent ces pays? Quels sont les agendas prévus? L'ambiance plusieurs mois après la chute de Ibrahim Boubacar Keïta, Alpha Condé et Roch-Marc Christian Kaboré, le retour au pouvoir des civils dans ces pays qui sont sanctionnés, qui ont été sanctionnés par les institutions internationales, notamment la CEDEAO, à laquelle ils appartiennent. Est-il envisageable en l'état actuel? Guinée, Mali, Burkina Faso, regard croisé sur les 3 transitions. On en parle avec nos invités, évidemment, après ce sujet de Salif Yalekwe. La Guinée, le Mali et le Burkina Faso, 3 pays d'Afrique de l'Ouest, tous membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une particularité, ces pays ont à leur tête des juntes militaires. L'Afrique de l'Ouest a vu se succéder les coups de force des colonels et lieutenants-colonels en moins de 2 ans. Le premier survient le 18 août 2020 à Bamako, nouveau fait accompli parachevant le premier le 24 mai 2021. Puis le 5 septembre 2021 à Conakry, à Ouagadougou, les militaires sont arrivés au pouvoir le 24 janvier 2022. Aux affaires depuis lors à Bamako, les militaires ont adopté une nouvelle loi électorale et annoncé leur retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis en juillet dernier ont levé des sanctions qui incluaient la fermeture des frontières, le gel des avoirs maliens et la suspension des échanges commerciaux et financiers. Les sanctions financières qui ciblent les dirigeants de la junte sont en revanche maintenues. Le Mali reste suspendu à des instances de la CEDEAO. En Guinée, la junte au pouvoir avait décrété une durée de transition de 36 mois. Cependant, la CEDEAO a estimé que ce délai était déraisonnable et inacceptable. Thomas Boniaï, le médiateur désigné par l'instance régionale africaine, qui s'est rendu plusieurs fois à Conakry pour amener la transition guinéenne à un maximum de 24 mois, n'a pas encore obtenu gain de cause. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, quant à lui, a pris le pouvoir à la suite du renversement de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré par l'armée le 24 janvier dernier. La CEDEAO et les autorités burkinabées sont tombées d'accord début juillet sur une transition de 24 mois avant un retour au pouvoir des civils. 3 juntes, 3 fortunes différentes. À quand le retour définitif des civils au pouvoir? Idrissa Keïta, vous intervenez aussi sur les questions du Mali et du Burkina Faso. Quand vous regardez ce tour d'horizon qui vient d'être fait par notre reporter, comment vous réagissez tout de suite? Je lui donne entièrement raison. Des jeunes qui sont venus à différents moments. Et au final, exception faite du Burkina, qui converge avec la CEDEAO, le Mali, on en a parlé de suite, et la Guinée, on va sûrement en parler, ne convergent pas avec l'instance sous-régionale. Quand même, ce qui reste clair, nous sommes en 2022, et je crois que pour y voir plus clair, ce sera après 2024. Le Burkina, déjà, a convergé avec la CEDEAO, a validé les 2 ans, et le Mali a pris un décret. On connaît la date. C'est par contre en Guinée où il y a un peu de confusion. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé les 36 mois en mai 2022. Juin, à partir de juin 2022. Non, c'était en mai. Il l'a annoncé en mai et après le CNT, l'organe législatif, l'a validé. Mais justement, la confusion est que, est-ce que les 3 ans doivent être comptabilisés à partir du 5 septembre 2021 ou à partir de l'instant où ça a été annoncé? That is the question. OK. Maître Meïté? Oui, je rejoins votre confrère.
pour dire qu'effectivement, moi, c'est le cas de la Guinée qui m'inquiète beaucoup avec tout ce qui se passe. Pourquoi? Voilà quelqu'un qui est venu, qui a fait un coup d'état sanglant, personne ne le souligne. Il y a des soldats qui ont été tués. Et aujourd'hui, contrairement au Mali, au Burkina, où il y a des problèmes de sécurité, il n'y a absolument rien en Guinée. Mais M. Doumbouya est dans une posture de confiscation du pouvoir par rapport à son attitude, par rapport à ce qui se met en place. Quels sont les éléments factuels qui fondent votre analyse? Déjà, la commission électorale, ça c'est un recul démocratique, a été supprimé. C'est maintenant le ministère de l'Intérieur qui doit organiser les élections. En dehors de ça, il crée un parlement où il nomme ses personnalités, il nomme le président du parlement. Il crée une justice, une cour de justice qui est une justice politique, CRIEF, chargée de traquer les délinquants économiques. Mais curieusement, ce sont les personnalités de l'opposition ou de l'ancien pouvoir qui sont arrêtées. Aujourd'hui, je vous rappelle, l'ancien Premier ministre d'Alpha Condé est en prison, le président de l'Assemblée nationale en prison, le ministre de la Défense en prison, l'opposant, Cellou Diallo, est contraire à l'exil. Ses biens lui sont confisqués. Donc finalement, on a l'impression que M. Doumbouya est en train de mettre ses tentacules, en train de mettre tout en place pour rester au pouvoir. Vous allez voir que quelques temps après, quand il va s'enraciner, il va organiser une parodie, une mascarade d'élection pour se faire légitimer. Donc la CEDEAO doit être très vigilante. Pour répondre à sa question, le porte-parole du gouvernement, par rapport au départ du délai de la transition, a estimé que ça commence à partir de juin 2022, alors que le coup d'État a eu lieu le 5 septembre 2021. Voilà. Donc le temps passé là n'est pas compté dedans, dans les 3 ans. Monsieur, en général, à la chute de présidents démocratiquement élus, je pense à Ibrahim Boubacar Keïta, je pense à Roch-Marc Christian Kaboré, à Alpha Condé. En général, à l'avènement de ces juntes militaires, on estime que les présidents en fonction qui ont été déchus ne remplissaient pas le cahier de charge, ne faisaient pas le job pour lequel ils avaient été élus. Notamment au Mali, on parlait d'impuissance d'Ibrahim Boubacar Keïta. Guinée de 3e mandat. Exactement, face à la crise sécuritaire. Aujourd'hui, les défis qui se sont dressés devant ces juntes-là, est-ce que ces défis sont en passe d'être relevés? André Silver. Moi, ma conclusion, elle est radicale. Absolument non. Alors, quand vous prenez par exemple le Mali, aujourd'hui, il n'y a pas de... On n'a pas encore vu le colonel Goïta aller, comme le ferait Volodymyr Zelensky, dans des villes libérées, en train de chanter l'hymne national du Mali, hisser le drapeau malien. J'aurais vraiment été très fier de voir ce genre d'image. Première chose. Bien au contraire, on assiste même à ce que les djihadistes ou les terroristes se donnent à cœur joie, au point où, dans des zones qui étaient déjà sous leur contrôle, ils se payent le luxe de se battre entre eux pour le contrôle davantage de ces zones. Bref, quand vous prenez par exemple le Burkina, les attaques ont continué, même après la chute de Roch-Marc Christian Kaboré, alors que c'était justement cela que les jeunes reprochaient et c'est cela qui a motivé donc leur coup d'État et qui a permis à certaines personnes d'adhérer à ces coups d'État. Vous prenez la Guinée, alors qu'est-ce que la junte amenée par Mamadi Doumbouya reprochait à Alpha Condé? Bien sûr, il y a ce crime, ce péché originel du 3e mandat, mais il y avait justement la répression contre les opposants et c'est exactement ce qu'aujourd'hui M. Mamadi Doumbouya a fait. Il y a eu au moins 5 morts déjà sous son mandat et donc pour moi, les militaires ne font pas mieux du tout, alors pas du tout, que les civils et rien jusqu'à pour le moment ne justifie donc les coups d'État qu'ils ont fait. Pourtant, tout le monde s'accorde, si on suit les observateurs au Mali, tout le monde s'accorde à dire que l'armée est montée en puissance tout de même. C'est ce qu'ils disent, c'est ce que en tout cas la transition dit. Maintenant, dans les faits, je vous ai cité des attaques très récentes à Douentza, à Kolokane, je passe sous le couvert de notre confrère, à Ségou, à Sona, à Sokolo, à Tessit, à Talatai. Vous voyez, non,
j'aurais aimé voir... à Kati même? Non, je veux dire, j'aurais vraiment aimé que... J'aurais vraiment aimé que cette armée qui monte en puissance, qui me ferait vraiment plaisir, parce que je n'adhère pas du tout, alors pas du tout au terrorisme, encore moins à la sécession du Mali et autres, mais j'aurais aimé voir des actes de cette armée qui monte en puissance et que cela ne se limite pas seulement à des paroles. Guillaume? Oui, mais Ali, je ne sais pas pourquoi André peut sérieusement espérer quelque chose de ces jeunes. Moi, je ne sais pas. Parce que depuis le début, et je le dis sur ce plan, et je le maintiens, la place des militaires, ce n'est pas à la direction des pays. Aujourd'hui, on est malheureusement obligé de constater que ce sont des échecs patents. La propagande qui est mise en avant aujourd'hui pour essayer de tromper la vigilance de quelques esprits faibles. La réalité, que ce soit au Mali, au Burkina et en Guinée, ces jeunes-là sont incapables, alors absolument incapables, de trouver un début de solution aux problèmes pour lesquels elles se sont immiscées brutalement dans le jeu démocratique. Le Mali, bon, on en parle tous les jours, M. Goïta, il a perdu tout contrôle. Aujourd'hui, la prise en otage de nos soldats est devenue son programme de gouvernement. Alors, au Burkina, c'est grave. Les attaques n'ont jamais été aussi meurtrières et nombreuses que sous le colonel Damiba. On a parlé des dérives démocratiques de M. Doumbia. Donc, on est obligé, malheureusement, de reconnaître que ces jeunes ne sont inutiles. Et c'est pour ça qu'il faut encourager la CEDEAO à être ferme sur les principes, pousser ces jeunes à rendre... Parce que je suis convaincu, les défis auxquels nos pays font face ne vont pas trouver de solution avec des coups d'État. D'accord. Monsieur Michel Ouedraogo nous appelle du Burkina Faso. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre point de vue? Oui, comment vous allez? Nous allons bien, merci. Dites-nous. Ok. Alors, je voudrais intervenir par rapport à l'évolution de la situation dans les pays qui ont connu les coups d'État. C'est cela. Je veux dire, pour ce qui est du Burkina, nous nous réjouissons en tout cas de l'avancée des résultats sur le terrain. Et justement, je voudrais faire un clin d'œil pour dire que c'est... Oh là, vous êtes là? Fragiliser des organisations comme la CEDEAO. Et en ce qui concerne la crise... Visiblement des problèmes techniques. De l'eau dans leur vin. Parce que ça il ne sert à rien d'avoir ce comportement-là entre pays frères. Il ne sert à rien d'avoir des comportements de ce genre avec un pays frère. Et surtout que l'autre est plus âgé que lui. Le président ivoirien est plus âgé. Et chez nous, on dit que quand quelqu'un est plus vieux que toi, eh bien, il te traîne par sa chose. Donc, il faudrait que les gens s'assagissent et acceptent souvent que les choses se fassent comme ça. On ne peut pas faire autrement. Et je crois que voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Michel Ouedraogo. Merci de nous appeler depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. Professeur Dion, réaction? Quel regard croisé vous jetez sur ces trois transitions dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest? Je suis déjà d'accord avec les postulats qui ont été faits. Que ce n'est pas bon que des militaires prennent le pouvoir de cette façon et exercent le pouvoir. Parce que ça n'est pas dans leur formation. Du point de vue de la philosophie politique, l'État, c'est trois grandes actions. Il y a l'administration, il y a la défense et il y a la production. Il y a des gens qui sont formés pour administrer, pour gouverner un État. Il y a un savoir du pouvoir. Et ça, on l'ignore parfois. On forme des gens pour gérer le pouvoir. Il y a des gens qui sont formés pour défendre un État et notamment contre les agressions extérieures. Ça, c'est le travail des militaires. Et il y a des gens qui sont formés pour la production des richesses. Mais en même temps, quand des militaires s'invitent sur la scène politique, parfois il y a des raisons. Et c'est ce qu'on a pointé tout à l'heure. C'est quand il y a un blocage. Un peuple donne toute sa vie et ses libertés à un homme pour gérer tout ça. Une fois qu'il y a rupture totale dans le contrat social et que tout semble bloqué,
on a constaté que dans l'histoire, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, les militaires qui sont en armes, qui sont le peuple en armes, s'invitent pour une sorte de reprise en main civique et citoyenne de l'État. Voilà comment les militaires s'invitent. Si les États fonctionnent normalement, si les gens respectent les lois, si l'alternance doit se faire comme les lois l'ont prévu, je ne vois pas un seul militaire en train de vouloir faire un coup d'État parce que c'est le peuple qui va le dégager. Vous prenez le cas du Mali. Le Mali a un problème de sécurité. Il y a un coup d'État parce que des militaires estiment qu'on n'en fait pas assez. Goïta et ses amis prennent le pouvoir. En principe, il y a deux choses à faire. Rechercher des armes, sécurisation du territoire. Quand on a fini, on fait des élections. Après avoir sécurisé tout le territoire, on remet le pouvoir à des civils pour gérer l'État. Lui, il a le temps de démissionner et faire ce qu'il veut, s'il pense qu'il peut être président de son pays. Ce n'est pas ce qu'on constate. Goïta a ouvert tellement de fronts qu'aujourd'hui, le front principal, on a le sentiment que, comme disait Guillaume, c'est son problème avec la Côte d'Ivoire. C'est vraiment le sentiment qu'on a, c'est l'image perçue. Il faut peut-être revenir aux objectifs de départ. Sur le Burkina, alors, il me paraît un peu plus sage, le chef de la transition burkinabé. Il me paraît un peu plus sage. Il écoute. Voilà. Il accepte les sanctions. Il prend des engagements. Il n'y a rien de mal à prendre des engagements, à dire qu'en 2 ans, je pense qu'on va avancer au niveau de la sécurisation et qu'on va mettre en place des éléments pour des élections. Voilà pourquoi on a le sentiment que la CEDEAO est un peu plus tendre avec le Burkina, parce que le Burkina accepte d'entrer dans le schéma. Et je pense qu'une fois que les 2 ans seront passés, ils pourront nous proposer des élections. Sur la Guinée, c'est là où on ne comprend pas bien le jeu qui est en train d'être fait. Cet homme-là me donne le sentiment de ne pas vouloir quitter ce pouvoir. Il donne le sentiment de vouloir s'incruster. C'est pas ça la mission au départ. Parce qu'il est venu nous dire qu'il y a un dysfonctionnement total, les gens ne sont plus libres, mais il devient lui-même un problème pour la liberté de ses concitoyens. Et on leur demande de faire ce qu'ils savent faire le mieux, se battre, défendre leur pays et laisser les politiques gérer les États. Mais moi, je prends entièrement à mon compte le propos du professeur Dion, qui a démontré aisément les raisons pour lesquelles les militaires s'invitent au pouvoir. Et ces raisons-là sont connues. Quand les civils sont au pouvoir, il y a les questions de mauvaise gouvernance, il y a les questions de manipulation de la Constitution à leur avantage, il y a les questions de 3e, 4e, certains veulent s'éterniser au pouvoir et cela suscite des réactions au niveau des populations. Quand on en arrive à un blocage, il est clair que c'est ceux qui ont les armes qui s'invitent au pouvoir. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il y a de très bonnes perspectives avec ces militaires-là qui sont au pouvoir? Avec ces transitions, effectivement. Aujourd'hui, on en parle parce qu'on n'a pas encore atteint le délai. Est-ce que demain, lorsque nous allons atteindre le délai, il n'y aura pas encore de volte-face? Mais moi, personnellement, la question que je pose, ou bien si vous voulez, mon avis sur la question, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des très grands défis à relever, notamment la question des djihadistes. Et ils sont présents au Mali, ils sont présents au Burkina, ils ont déjà frappé en Côte d'Ivoire. Cela devait être la préoccupation majeure de nos organisations sous-régionales et de ces militaires-là qui sont au pouvoir. Et il faudrait qu'ils s'asseyent avec les chefs d'État déjà qui sont au sein de la CEDEAO pour réfléchir sur la question de comment il faut éradiquer le djihadisme. Sinon, je ne pense pas que ces militaires-là ils puissent mettre en place un mécanisme fiable pour qu'on en arrive à des élections démocratiques et transparentes. D'accord. Monsieur Théodore Kouakou nous appelle du Mali. Monsieur Théodore Kouakou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diarascoa. Vous estimez que tous les pays de la CEDEAO doivent s'accorder pour aider le Mali? Absolument. Dites-nous, expliquez-vous. Oui, bon, comme vous le comprenez, par rapport aux 3 pays qui a eu le coup d'État, oui,
la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, c'est que les militaires qui viennent au pouvoir, bien sûr qu'ils ne veulent pas s'éterniser au pouvoir, mais c'est les conséquences des civils. Par exemple, nous les civils qui disons, soi-disant des politiciens, hein, comme le professeur Dion l'a dit, il y a des gens qui sont chargés de la sécurité d'un pays, il y a des gens qui viennent pour diriger un pays. Je suis d'accord avec lui. Mais il faudrait qu'on ait des gens capables de diriger nos pays comme il se doit. Je prends le cas du Mali que je maîtrise très bien. Le Mali est très vaste. Les frontières du Mali et le Burkina Faso, elle est très vaste avec l'Algérie. Pour ceux qui ont fait ce côté-là, parce que moi je passé par là, je sais de quoi je parle, on ne peut pas contrôler. Mais qu'est-ce qui a amené les djihadistes au Mali? C'est le problème de la Libye. Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Les gens sont descendus avec des armes au Mali. Donc, c'est tous ces paramètres-là que les gens doivent voir. Et moi, je demande aux chefs d'État de la sous-région qu'ils aident le Mali, le Burkina à sortir de ça. Parce que c'est arrivé au Mali aujourd'hui, on est au Mali, on est au Burkina. Et demain, ça sera qui? À qui le tour? D'accord. Il ne faudrait pas qu'on prenne la chose d'une autre façon. Quand la case de ton voisin brûle, je vais répondre à ça. Il faut l'aider à l'aider. D'accord, c'est bien compris. S'il vous plaît, messieurs. Merci à vous, monsieur Théodore Kouakou, qui nous appeliez depuis le Mali. André Silver? Oui, j'entends souvent cela. Mais n'oublions pas qu'il y a près d'1 millier de soldats ivoiriens au Mali qui y sont depuis des années, qui ont, pour certains, donné leur vie pour le Mali. Donc, les pays de la CEDEAO n'ont jamais abandonné le Mali. Personne n'a intérêt à abandonner le Mali. Encore une fois, il faudrait que... Peut-être c'est la méthode qui n'est pas... Non, il n'y a aucune méthode. Bon, peut-être ça me permettra de répondre à cette question par rapport aux armes. Que non, l'État du Mali ne dispose pas d'un stock d'armes à la disposition des casse-bleus qui viennent ou des gens qui viennent les soutenir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les gens viennent avec les armes. Ça, c'est la parenthèse. Et donc, il faudrait que la transition militaire au Mali veuille qu'on l'aide davantage. Mais vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré. D'accord. Maître Meïté? Bon, moi, je reviens encore à votre sujet, sur la question de ces 3 transitions militaires. Pour terminer sur le cas de la Guinée, nous avons vu ceux même qui... C'est pourquoi il faut toujours condamner le coup d'État. Hein. Ceux qui étaient contents, qui applaudissaient le coup d'État. Guinée, ils sont en prison. Aujourd'hui, ils sont en exil ou pourchassés. Donc, M. Doumbia montre clairement qu'il ne veut pas céder le pouvoir aux civils, alors que c'est ce qu'il avait dit. Donc, maintenant, je suis nuancé par rapport au cas du Burkina. Parce qu'il faut reconnaître que M. Damiba fait un effort quand même, comme le professeur Dion l'a dit, d'être attentif, d'être à l'écoute. Il n'est pas dans l'adversité, il n'est pas dans la défiance vis-à-vis de ses partenaires. Et je rappelle que, contrairement au Mali, le Burkina ne dispose pas de forces d'interposition, il n'y a pas de force, à part quelques partenaires qui aident le Burkina. Aujourd'hui, au début c'était difficile. Aujourd'hui, il y a un effort quand même. On n'entend plus parler des actes de terrorisme. Donc, on peut quand même lui reconnaître cela et espérer qu'il ne soit pas pris dans les lambris dorés du palais et qu'il change de mission. On a l'impression qu'il sait ce qu'il veut. Contrairement aux autres, en Guinée ou au Mali, lui, il n'est pas dans un schéma de lutte contre le lutte panafricanisme. Il est venu pour libérer son pays du terrorisme. Récemment, il a limogé son ministre des Affaires étrangères, il a récupéré le poste. On voit la défense. Ministère de la Défense. Excusez-moi, de la Défense. Oui. D'accord. Messieurs, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Dans quelques instants, les cartons de la semaine. Très rapidement, Idrissa Keïta, vous voulez réagir? Oui. Rapidement, allez-y. Moi, déjà, ce que j'avais à dire, c'est que, pour rappel, le colonel Assimi Goïta, il est bien allé sur le terrain pour la libération, dans le village de Farabougou. Pas de ville, on parle de village. Je vous en prie.
Ensuite, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Ensuite, je voudrais dire... Guillaume Bateau, attention. Je voudrais dire aussi à mon confrère... Ahmed Meïté ou à Guillaume Bateau? Maître Meïté, que à part la Guinée et le Mali et le Burkina, durant cette transition, l'exécutif a nommé les membres du législatif, des organes législatifs. CNT, Conseil national de transition Mali-Guinée, Assemblée de la transition, si je ne me trompe pas, au Burkina. Maintenant, cas par cas, le Mali, je crois qu'on a assez dit. Pour l'heure, Assimi Goïta ne fait pas de son programme cette affaire des carencies militaires. Actuellement, au Mali, c'est la semaine nationale de la réconciliation. Maintenant, on parle de réconciliation. Dans son discours, il a insisté même sur le vivre ensemble, sur le fait que les communautés doivent être ensemble. Si les communautés doivent être ensemble, il faut que lui-même et ses voisins s'entendent. On attendra la fin des conclusions pour savoir ce qu'il en adviendra. Deuxième point très important sur le Mali, le 22 septembre, dans quelques jours, c'est la fête nationale de l'indépendance. On peut être pessimiste et optimiste, on va wait and see s'il fera une grâce à l'endroit peut-être de ces 46 soldats. Je viens sur la Guinée. C'est vrai que le bilan, il est très mitigé. Sur le plan macroéconomique, beaucoup d'efforts ont été faits. Mais à l'heure où nous parlons, on a quand même un Premier ministre qui a en fait démissionné. On a mis des arguments de santé en avant. Celui qui est là, je ne doute pas de ses capacités managériales. Mais avec un dialogue politique qui est bloqué, avec des leaders, ceux-là même qui comptent et qui pèsent, Sidi Touré, qui est en Côte d'Ivoire, Cellou Dalein, qui était à Dakar, qui est actuellement en tournée en Europe, et Alpha Condé, qui est même au cœur d'un litige, parce qu'il est en Turquie, il a fait un déballage dans les colonnes de Jeune Afrique. J'avoue que la situation en Guinée, elle est elle laisse perplexe. D'ailleurs, la transition là-bas interdit les manifestations. Or, dans l'article 8 de la charte, la marche est reconnue. Les divergences sont plus visibles que les acquis. Donc, on a de quoi s'inquiéter. Et encore, je le rappelle... Terminé là-dessus. C'est que quand le président de la France est arrivé en Guinée-Bissau, lors de sa conférence conjointe avec le président général Ambalo, il avait dit, le président général Ambalo, qu'un accord a été trouvé, ça ne sera plus 3 ans en Guinée. Dans les semaines qui ont suivi, la Guinée a démenti et a dit que non, rien n'a été... Elle a divergé. Pour finir avec le Burkina. Le Burkina, je voudrais que tous les confrères soient très prudents. Le porte-parole du Burkina, du gouvernement, il fait des sorties médiatiques, il est très média. Et il laisse toujours entendre que le Burkina va s'ouvrir à une diversité de coopération militaire. On lui a même fait savoir que, mais et la France, il dit, il n'en a que faire. Mais le Burkina a le droit. Oui, mais qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire pour finir? C'est que le porte-parole du gouvernement du Burkina, il laisse entendre que le Burkina pourrait se passer de la France. Mais ça, c'est... C'est qu'il pourrait en fait aller vers... Non, attention. Vers Wagner. Idrissa Keïta, c'est une question de souveraineté nationale. Justement, j'aimerais attirer l'attention des confrères sur la question. D'accord. Vous leur demandez d'être un peu plus prudent. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, Guillaume Bateau, rapidement. Bon, moi, je vois que Idrissa, il est plus tendre avec son président. Ce n'est pas mon président. S'il vous plaît. Il n'a pas été élu, je vous en prie. S'il vous plaît. Guillaume, terminez. Oui, il est plus tendre et il dépeint la situation. Alors, M. Goïta, vous dites qu'il fait une semaine de réconciliation. Et il a des prisonniers politiques, on en a cité. Bon, Guillaume Bateau, on va pas refaire ce débat. Il pourrait avoir une grâce présidentielle. Oui, rapidement. Si Idrissa nous annonce que nos soldats vont être libérés par une grâce présidentielle, on peut l'applaudir. Mais je dis, on ne peut pas... Ce n'est pas moi qui signe le décret. S'il vous plaît, monsieur. Avec M. Goïta et noirci le tableau des autres. Pour terminer sur laquelle je pense que ces juntes-là ont échoué. Toutes. Il faut prier, il faut faire en sorte de leur mettre la pression maximum pour... les dégager de la Ouest. On a bien entendu votre point de vue, Guillaume Bateau. Merci beaucoup. Les cartons, messieurs, préparez vos cartons. Ce sera juste après ceci. Alors, Idrissa, vous êtes notre invité. Quels sont vos cartons de la semaine? Un seul carton. Dites-nous. C'est un carton vert à vous, votre homme droit. Merci beaucoup. Chers confrères, pour cette première invitation, comme je le dis, une première sélection, je retrouve le plateau de NCI 360. J'en connais l'audience.
Nul ne va dire qu'il ignore l'envergure du média. Je me félicite de me retrouver avec les confrères. Ce sont des regards tranchés, ce sont des nouvelles expériences. On apprend toujours des autres. Et je tiens encore à vous dire merci. Et en même temps, je vous souhaite une bonne rentrée. Merci beaucoup. À toute la NCI. Merci beaucoup, merci. En tout cas, il faut rappeler qu'Idrissa nous suit depuis de longues années, depuis le début de NCI pratiquement. Et aujourd'hui, de passage à Abidjan, il a accepté de venir sur le plateau faire le débat avec nous. Merci beaucoup. Saint-Claver Oula, vos cartons de la semaine. Moi, mon carton de la semaine, c'est le carton vert à Madame professeure Mariatou Kone. D'accord. Voilà, pour le fait qu'elle soit au front concernant notre système éducatif, mais attirer son attention pour qu'elle soit très vigilante, parce que les mesures qu'elle a prises concernant des frais annexes dans certains établissements, il y a des responsables d'établissements qui passent outre et qui exigent des sous à des parents d'élèves. Et cela se voit dans les médias. Et donc, il faudrait que vraiment elle mène une enquête terrain et qu'elle sanctionne ces chefs d'établissement avec leurs collaborateurs. Très bien. Professeur? Alors, ce carton vert, c'est pour une entité et pour une personne. Dites-nous. L'entité, c'est la primature. Le 6 août dernier, j'ai été invité par le service de communication de la primature à participer à un panel de haut niveau à Yamoussoukro. Et ça a été un très bon panel. Et je voudrais vraiment donner ce carton à la primature, à la conseillère Sylvie Touré, pour cet honneur qui m'a été fait. Très bien. Et à cette occasion, la ministre Angouloto m'a interpellé, presque instruit, d'organiser un colloque international sur le président Alassane Ouattara pour qu'on voit cet homme sous toutes ses facettes et toutes ses coutures. J'ai pris cela et je voudrais ce soir lui dire qu'on y travaille et je dois lui dire merci aussi. Très bien. Merci Très bien. Maître Maïté? Moi, j'ai 2 cartons à distribuer. Je vois le rouge, là. Ouais, le vert déjà d'abord. D'accord. Pour 2 dames qu'on peut considérer comme des héroïnes. 2 sages-femmes qui, dans des conditions rocambolesques, dans une ambulance embourbée, sans moyens, ont sauvé la vie à une dame et ses jumeaux. Et ces 2 dames ont été félicitées par le ministre de la Santé. Il s'agit des dames Bailly, je crois, et Afoué. Donc, le deuxième vers s'adresse à vous, NCI 360. Merci. Je vous remercie pour vos invitations. Et maintenant, le carton rouge s'adresse aussi sur le plan international footballistique à M. Mathias Pogba. On ne fait pas ça à son frère. Voilà. Bon. Donc, voici mes 2 cartons. Au moins, la conclusion est claire. Il fallait commencer par le rouge. Phrase en un trait. Bon, voilà, tout est dit. Guillaume Bateau, vos cartons. Vous affectionnez particulièrement le rouge. Je ne sais pas s'il y en aura un aujourd'hui. Heureusement. Oui. Heureusement. Il n'y a pas de rouge aujourd'hui. Bon, d'accord, allez-y. 2 cartons verts. Le premier carton à la famille Ouattara. Laquelle famille Ouattara? De Pougon, ancien maire intérimaire de Kumbala, et sa famille qui m'ont reçu hier à la maison, qui sont des fanatiques de NCI 360 et qui apprécient bien ce que nous faisons. Et je voudrais vraiment leur dédier ces cartons pour l'accueil fraternel et voilà, leur dire que nous continuons de donner nos opinions pour faire avancer notre pays. Merci beaucoup. Le deuxième carton vert est adressé au secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres. Qui vient mettre à nu tout le mensonge qui a été développé depuis 2 mois contre nos pauvres soldats et qui vient rétablir la vérité, à savoir que ces jeunes gens, ces vaillants soldats ne sont pas des mercenaires, qu'ils ont en mission officielle pour le pays. Je lui donne son carton vert. Merci beaucoup, Guillaume. André Silver? Carton rouge. Alors, j'apprécie bien... Avec vous, il fallait deviner le carton rouge aujourd'hui parce qu'il y a du rouge dans la tenue. Allez-y. Terminé. J'ai 3 cartons. Carton rouge. Oui. J'apprécie bien les travaux qui sont faits sur les routes et autres. Mais je vous assure, je viens de Jacquesville. J'ai mis près de 6 heures de temps parce qu'il y a de l'indiscipline au moment où les travaux sont en cours. Il faudrait vraiment que les forces de l'ordre puissent mettre de l'ordre sur les voies où il y a vraiment des travaux, de sorte que les Baka et autres ne douent pas ceux qui respectent le rang. Carton jaune. Carton jaune aux parents d'élèves qui sont tout le temps en train de crier, dénoncer le fait que dans l'établissement de leur enfant, il y a des frais annexes qui sont perçus, mais qui ne passent pas à l'action. La ministre a pris la décision, tout le monde le sait, mais prenez le temps de contacter les associations des parents d'élèves, passez à l'action au lieu de vous morfondre. Carton vert
Je salue vraiment la libération de El Hadj Mamadou Traoré. Je salue donc la décision de la justice qui a été prise et donc d'écourter donc son séjour carcéral. Et donc je plaide aussi pour Pulchérik Balé. Merci beaucoup André Silver Conan, Guillaume Bateau, Maître Meïté, Idrissa Keïta, Saint-Claver Oula et Professeur Dion. Un carton vert pour vous, messieurs. Merci d'être venus faire le débat. Je le dis, je le rappelle chaque semaine. Ils sont nombreux, hein, ceux que nous invitons pour faire le débat. Il y en a qui se débinent, qui ne viennent pas à la dernière minute. Il y en a qui confirment et qui ne viennent pas du tout. Vous acceptez de venir faire le débat, de commenter l'actualité. Merci à vous. Merci à nos téléspectateurs, sans qui cette émission n'existerait pas. Téléspectateurs, internautes, toutes ces personnes qui nous appellent de l'étranger. Ce soir, c'était depuis le Gabon, le Mali et le Burkina Faso. Merci à vous et rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.